Mes parents ont exigé que je cède ma maison à mon frère, mais le rire de mon avocat a tout changé. Le haut-parleur du téléphone siffla, puis la voix de mon père claqua à travers la statique comme un fouet. Damien a besoin de cette maison plus que toi. Si tu ne la lui cèdes pas d'ici vendredi, nous nous verrons au tribunal. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, vifs et lourds. Mais en face de moi, mon avocate, maître Dubois, éclata de rire étouffé, cachant son sourire derrière sa main. Ce qui était censé m'effrayer et me soumettre était en quelque sorte devenu l'étincelle de quelque chose de tout autre, le premier pas de mon histoire de liberté et la première fissure dans le mur de leur propre chute. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette. J'ai 34 ans et j'ai appris à mes dépens que parfois, la manière la plus discrète de gagner une guerre est simplement de laisser vos ennemis appuyer sur la gâchette en premier. Si vous avez déjà été confronté à une famille qui croit que vous existez pour servir leur confort, accrochez-vous, car aujourd'hui, la justice ne fait pas que venir, elle arrive couverte de givre et souriante. Maître Dubois s'éclaircit la gorge et se pencha vers le haut-parleur, son blazer marine impeccable sur ses épaules. Monsieur Fournier, ici Maître Dubois, conseil de Juliette. Je dois vous informer que cet appel est enregistré, et nous avons noté votre menace de litige. Pour quel motif comptez-vous exactement poursuivre votre propre fille pour la possession d'une propriété qu'elle possède légalement ? Le silence. Le genre qui rampe dans une pièce, épais et visqueux. Puis, comme prévu, la voix aiguë et indignée de ma mère, Catherine, transperça l'air, elle sait ce qu'elle nous doit. Nous l'avons élevée. Avant qu'elle ne puisse finir, Maître Dubois l'interrompit, son ton aussi lisse que de la soie tendue sur de l'acier. Élever un enfant est un devoir, Madame Fournier, pas un compte de dette. Je vous en prie, poursuivez votre procès. Cela faisait bien trop longtemps que je n'avais pas eu autant de comédie juridique dans ma semaine. La ligne devint brûlante des borborigmes furieux de mon père avant de s'éteindre finalement. Le rire disparut du visage de Maître Dubois alors qu'elle se tournait vers moi, son regard soudainement sérieux. Ils vont le regretter, Juliette, dit-elle. Mais vous devez être prête pour la suite. Je jetai un lent coup d'œil autour de mon salon, essayant de me stabiliser. La brique apparente que j'avais récurée à la main, les vieux parquets maintenant brillants comme du miel chaud, les larges baies vitrées captant la lumière du soleil sur le jardin que j'avais arraché aux mauvaises herbes et à la terre grise. Ce n'était pas juste une maison. Quand j'ai acheté cette maison ouvrière des années 1920 il y a 5 ans, elle était considérée comme une cause perdue, une ruine, quelque chose que seule une équipe de démolition pourrait aimer. Mais j'ai vu ce qu'elle pouvait devenir, tout comme j'avais appris à voir quelque chose en moi-même, même lorsque ma famille ne faisait que pointer les fissures. Pour reconstruire cet endroit, j'avais presque tout échangé. Chaque euro en trop, chaque week-end, chaque seconde de paix. J'avais arraché du papier peint jusqu'à ce que mes doigts saignent. Appris la plomberie et le câblage à travers d'interminables nuits à regarder des tutoriels jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. J'avais passé des vacances seule parce que les événements familiaux se transformaient toujours en leçons sur la façon dont je gâchais ma vie dans une maison en ruine tandis que mon frère, Damien, avait besoin d'aide. Toujours Damien, toujours le préféré. 3 universités abandonnées, 2 voitures accidentées, une montagne de prêts évaporés comme de la fumée, et il était toujours leur étoile brillante. Le même frère qui s'était moqué de ma maison à rénover jusqu'à ce que son amie, l'agente immobilière Charlotte, mentionne par hasard que le quartier était soudainement très demandé et que les prix avaient triplé. C'est là que tout a changé. Du jour au lendemain, ma maison a cessé d'être le projet farfelu de Juliette et est devenue comme par magie une propriété familiale. Soudain, j'étais l'égoïste, thésaurisant ce qu'il pensait devoir être partagé. Je m'entraînais pour ce moment sans le savoir, dis-je à Maître Dubois, ma voix plus ferme que les battements de mon cœur. Elle sourit faiblement, ouvrit son ordinateur portable. Alors, aiguisons nos épées, n'est-ce pas ? L'acte de propriété est uniquement le vôtre, n'est-ce pas ? Oui, dis-je, sortant mes dossiers. Payé avec mes propres économies, sans co-signataire, sans argent familial. Je fais défiler mon téléphone, lui montrant 5 ans de photos, les plafonds fissurés, les murs rapiécés, les nuits où j'avais dormi sous des bâches, le lustre poli du résultat final. J'avais transformé une épave de 140 000 € en une maison de 500 000 €. Toute seule. Les yeux de Maître Dubois brillèrent. Et la contribution de vos parents ?
Cette question fut comme un coup de poing que j'aurais dû voir venir. Leur contribution, dis-je doucement, a été de me traiter de folle. Ma mère m'a dit que je mourrais seule dans un gouffre financier en décomposition. Mon père m'a proposé de m'aider à trouver un bel appartement à la place. Parfait, murmura Maître Dubois, tapant rapidement. Maintenant, à propos de cette question de fonds fiduciaires que vous avez mentionnée. Ah, oui. Le secret qui m'avait empêché de dormir pendant des semaines, le cœur silencieux de toute cette pourriture. Je sortis un dossier usé, les bords ramollis à force d'être trop manipulés. Ma grand-mère, Monique, la mère de mon père, avait laissé des fonds fiduciaires pour Damien et moi. Parts égales. Nous étions censés y avoir accès à 25 ans, mais je n'ai jamais vu le mien. On m'avait dit que grand-mère avait changé d'avis avant de mourir, qu'elle avait été déçue de moi et m'avait retiré de son testament. Je me souvenais de la honte comme si c'était hier, comment j'avais pleuré dans ma voiture, convaincue que j'avais vraiment déçu tous ceux que j'aimais, que je ne méritais rien. Puis, le mois dernier, à la fête de fiançailles de Damien, avec sa fiancée éblouissante, Chloé, à son bras et un verre de champagne à la main, tout s'est révélé. Ivre et se vantant, Damien a ri en racontant comment il avait déjà dépensé son fonds fiduciaire et comment il aurait besoin de ma maison pour que Chloé continue de vivre la grande vie. J'avais ri en retour, d'un rire cassant. Fonds fiduciaire ? Quel fonds fiduciaire ? Il avait ricané, la voix pâteuse de condescendance. Le même que le tien, idiote. Puis, après une pause, il a eu ce petit rire cruel que j'avais entendu toute ma vie. Oh, attends. Maman et papa ont dit que tu avais dépensé le tien à réparer cette décharge. Je suppose que c'est pour ça que tu es si amer. Maître Dubois cessa de taper à mi-phrase, ses yeux se plissant. Il a dit que vous aviez reçu votre fonds fiduciaire. C'est ce qui m'a poussé à creuser, dis-je. J'ai engagé un détective privé, Monsieur Martin. Il a trouvé le vrai testament de grand-mère. Mes mains tremblaient en lui tendant les papiers. Damien et moi avons chacun hérité de 200 000 €, distribués quand j'ai eu 25 ans, mais je n'en ai jamais vu un centime. Le papier crépita dans le silence. Mes parents se sont listés comme fiduciaires, continuai-je. Ils ont géré le versement et se sont payés eux-mêmes. Ils m'ont dit que j'avais été déshéritée tout en volant l'argent qui m'était destiné. Tout ça pour soutenir le style de vie de Damien. La lumière taquine avait disparu des yeux de Maître Dubois maintenant. Son regard s'était durci, froid et sûr. Son visage était de pierre. C'est une fraude. Une fraude criminelle. Et maintenant, il menace de vous poursuivre pour une maison que vous avez achetée avec votre propre argent pendant qu'il vous volait votre héritage. Ce n'est même pas le meilleur, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Monsieur Martin a trouvé plus. Mes parents me déclarent comme personne à charge sur leurs impôts depuis les 5 dernières années, alors que j'étais pleinement employée et subvenais à mes besoins. Ils ont collecté des crédits et des déductions en utilisant mes informations. Une fraude fiscale en plus du vol d'héritage. Maître Dubois secoua la tête. Il pensait vraiment que vous ne le découvririez jamais. Il pensait que j'étais la même enfant effrayée qui les croyait quand il disait que je ne valais rien. La même fille qui acceptait les miettes et appelait ça de l'amour. La vérité est que je serais peut-être restée cette personne s'il n'avait pas été cupide. S'il s'était contenté de voler mon héritage, je n'aurais jamais su. Mais menacer de me poursuivre pour ma maison de sang, de sueur et de larmes, avait déclenché quelque chose de primaire. Alors, dit Maître Dubois, fermant son ordinateur portable d'un clic décisif, voici ce que nous allons faire. Nous allons les laisser déposer leur procès frivole en découverte. Nous demanderons des relevés financiers qui exposeront tout. Ensuite, nous porterons une contre-plainte pour le fonds fiduciaire volé, déposerons des plaintes pénales pour fraude, et signalerons la situation fiscale au fisc. Et Damien ? Il ne savait rien du vol. L'ignorance n'est pas l'innocence. Il a bénéficié d'argent volé et a participé à la tentative de vous prendre votre maison. C'est un adulte qui fait ses propres choix. Quelques jours plus tard, mes parents mirent leurs menaces à exécution. Je fus signifié au travail, devant mes collègues, car bien sûr, ils voulaient m'humilier. Ma main trembla en signant les papiers, sentant les regards curieux de mes collègues brûler mon dos.
La plainte affirmait que j'avais promis la maison à Damien, que je retenais un bien familial en otage, et demandait le transfert immédiat de l'acte de propriété. Cette nuit-là, assise dans ma cuisine, la cuisine que j'avais moi-même rénovée, où j'avais pleuré sur des dîners brûlés en apprenant à cuisiner seule, je lus chaque mot. Chaque mensonge était comme une gifle. Il me dépeignait comme une fille vindicative, retenant des biens familiaux légitimes, comme quelqu'un qui avait fait des promesses que je n'avais jamais faites. La réponse de Maître Dubois fut rapide et brutale. Notre contre-plainte exposait tout. L'héritage volé, la fraude fiscale, la tentative de voler une propriété achetée avec des fonds légitimes. Nous ne nous sommes pas contentés de défendre, nous avons déclaré la guerre. La discussion de groupe familial explosa en quelques heures. Mon téléphone vibrait sans cesse. Tante Sophie, Juliette, comment peux-tu poursuivre tes propres parents? Oncle Marc, c'est dégoûtant. La famille ne fait pas ça. Cousin Lucas, j'ai toujours su que tu étais égoïste. Ma poitrine se serra à chaque message. Ces gens m'avaient vu lutter, avaient vu le traitement de mes parents, et pourtant ils défendaient le mensonge. Je tapais une seule réponse, ils m'ont volé 200 000 euros. La preuve est déposée au tribunal. Allez voir. Puis je quittai la discussion, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Le véritable affrontement eut lieu lors de ce qui serait notre dernier dîner de famille, 2 semaines après le dépôt des plaintes. Ma mère avait convoqué tout le monde chez eux. La maison que, je réalisais maintenant, mon héritage avait probablement contribué à payer. L'ironie ne m'échappa pas. J'arrivai avec Maître Dubois et Monsieur Martin, mon enquêteur. La salle à manger était bondée de parents, tous prêts à organiser une intervention. Mes parents étaient assis en bout de table comme des saints martyrs. Les yeux de Catherine étaient déjà rougis de larmes. « C'est Juliette », murmura quelqu'un, et la pièce se tut. L'hostilité était palpable. Je pouvais la sentir pressée contre ma peau. « Tu es venu », dit ma mère, les larmes commençant déjà. Je savais que tu avais encore un peu de loyauté familiale. Je suis venu vous donner une chance, dis-je, sans m'asseoir. Ma voix portait plus loin que je ne l'avais imaginé dans la pièce silencieuse. Abandonnez la plainte, restituez mon héritage avec intérêt, et amendez vos déclarations de revenus frauduleuses. Faites-le dans les 48 heures et j'envisagerai de ne pas porter plainte au pénal. Comment oses-tu, commença mon père, son visage virant au rouge. Comment oserais-je faire ça? Je ris, mais c'était un rire aigu, amer. Découvrir que vous avez volé mon héritage. Découvrir que vous avez commis une fraude fiscale. Refuser de donner ma maison à votre fils paresseux? Damien se leva, sa chaise raclant le sol. Je ne suis pas un paresseux. J'ai besoin de cette maison. Pourquoi, demandai-je, ma voix tranchant la tension. Parce que tu as brûlé 200 000 euros plus tout ce que maman et papa m'ont volé. Parce que ta fiancée pense que tu es riche et que tu ne peux pas admettre que tu es fauché. Chloé pâlit. Quoi? Damien, de quoi elle parle? Monsieur Martin s'avança, déposant un épais dossier sur la table. Relevé financier, dit-il simplement. Monsieur et Madame Fournier ont reçu 200 000 euros du fonds fiduciaire de Monique Fournier destiné à Juliette. L'argent a été réparti sur 5 ans sur divers comptes, y compris plusieurs au nom de Damien. La pièce éclata. Les parents se saisirent des papiers, les voix s'élevant sous le choc et la colère. Mais pas contre mes parents, contre moi. Espèce d'ingrate. Les affaires de famille devraient rester en famille. Comment as-tu pu nous embarrasser? Assez. Je frappai la table de la main, le son résonnant comme un coup de pistolet. Vous voulez parler de famille? La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille ne menace pas de poursuivre pour une propriété à laquelle elle n'a aucun droit. Ma voix s'éleva à chaque mot. Des années de rage contenue trouvant enfin sa voix. Vous étiez tous assis ici, prêts à me culpabiliser pour que je renonce à ma maison. Mais où étiez-vous quand ils ont volé mon héritage? Où étiez-vous quand ils m'ont dit que j'étais déshéritée et sans valeur? Silence. Le seul son était Chloé qui pleurait doucement. C'est bien ce que je pensais. Je regardais mes parents. Je les regardais vraiment. Les larmes de ma mère s'étaient arrêtées,
remplacée par un calcul froid. La colère vertueuse de mon père s'était transformée en peur nue. Vous avez 48 heures. Abandonnez le procès. Rendez l'argent ou faites face aux conséquences. Nous n'avons pas l'argent, murmura ma mère. Il est parti. Alors vous feriez mieux de le trouver, dit Maître Dubois, sa voix comme de la glace. Vendez des biens, contractez des prêts, débrouillez-vous. Car l'alternative est la prison fédérale pour fraude fiscale et la prison d'État pour vol d'héritage. Nous les avons laissés là, entourés de parents qui réalisaient lentement qu'ils avaient défendu des criminels. Chloé a rompu avec Damien cette nuit-là. Elle m'a envoyé un message qui m'a serré la poitrine de jubilation, merci d'avoir exposé la vérité. Il m'a dit que son fonds fiduciaire était investi dans l'immobilier. J'ai failli épouser un escroc. Mes parents ont abandonné leur procès dans les 24 heures. Ils ont engagé leur propre avocate qui a essayé de négocier, mais Maître Dubois était un requin qui sentait le sang. Nous avons accepté un plan de paiement pour l'héritage plus les intérêts, leur avons demandé de déposer des déclarations de revenus modifiées, et avons obtenu un accord légal selon lequel ils ne me contacteraient plus jamais. Les pénalités fiscales à elles seules les ont presque ruinés. Ils ont dû vendre leur maison, celle que j'avais partiellement payée avec mon argent. Damien a déménagé chez eux, ses fiançailles ruinées, sa réputation détruite. L'enfant prodige terni au-delà de toute réparation. Mais la justice la plus douce est arrivée 6 mois plus tard. J'étais assise dans mon jardin, celui qu'ils avaient moqué, quand une lettre recommandée est arrivée. Elle venait de l'avocat testamentaire de ma grand-mère, Monsieur Leroy, qui m'avait retrouvée après avoir vu la plainte dans les registres publics. Ma grand-mère m'avait laissé autre chose, quelque chose que mes parents ne pouvaient pas toucher, ses journaux personnels et un petit compte séparé dont ils n'avaient jamais eu connaissance. Dans son journal, un mois avant sa mort, elle avait écrit « Je crains que mon fils et sa femme n'essaient de priver Juliette de son héritage. Ils ont toujours jalousé son indépendance, sa force. Si tu lis ceci, ma chère, sache que j'ai vu qui tu étais vraiment. La maison que tu construiras de tes propres mains vaudra plus que tout l'argent que je pourrais te laisser. Mais prends ce qui est à toi et construis ta vie à l'abri de leur ombre. » Elle avait su. D'une certaine manière, elle avait su que le petit compte avait grossi au fil des ans pour atteindre près de 50 000 euros. Je l'ai utilisé pour rembourser le reste de mes prêts de rénovation et installer la serre dont j'avais toujours rêvé. Ma maison est maintenant plus qu'une simple propriété. C'est la preuve que parfois, la famille dans laquelle vous naissez n'est pas la famille que vous êtes censé garder. Que parfois, leur rejet n'est qu'une redirection vers quelque chose de meilleur. Les parents qui ont pris le parti de mes parents se sont estompés. Bon débarras à ce mauvais sang, mais d'autres m'ont contacté. Des cousins qui avaient été repoussés. Des tantes qui avaient été étiquetées comme difficiles pour avoir posé des questions. J'ai construit de nouvelles relations sur des bases de vérité au lieu d'obligation. Damien envoie encore des messages occasionnels pour demander de l'aide. Je ne réponds pas. Mes parents vivent maintenant dans un appartement modeste, leurs années d'or ternies par leur propre cupidité. Ils pensaient pouvoir me poursuivre en justice pour me soumettre. Ils pensaient que la menace d'une action en justice me ferait m'effondrer comme je l'avais fait enfant. Au lieu de cela, leur menace est devenue ma libération. Maître Dubois avait raison de rire. C'était risible. L'idée que les gens qui m'avaient volé pouvaient utiliser la loi comme une arme. La loi est devenue mon épée à la place, coupant à travers des années de mensonges pour révéler la vérité. Mon nom est Juliette Fournier et je possède ma maison entièrement et sans entrave. Pas seulement l'acte de propriété, mais chaque brique, chaque planche, chaque fleur du jardin. Je l'ai construite avec des mains qu'ils ont qualifiées de sans valeur. Avec de l'argent qu'ils ont dit que je ne méritais pas. Avec des rêves qu'ils ont essayé de voler. Et quand ils ont menacé de tout me prendre, je n'ai pas seulement gardé ma maison. J'ai fait s'effondrer la leur autour d'eux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre. C'est de vivre honnêtement, sans rien à cacher et sans rien à craindre. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui a essayé de vous voler ? La justice peut être lente, mais elle vaut toujours la peine d'attendre.